Dans cette deuxième vidéo, on va montrer que toutes les fonctions monotones sont intégrables. Donc, toutes les fonctions croissantes et toutes les fonctions décroissantes sont également des exemples de fonctions intégrables. Voilà, c'est ça le résultat, donc on va pas épiloguer, on va le démontrer tout de suite. Je vais m'occuper du cas où f est, on va dire, croissante, et je vous laisse le cas où f est décroissante. Donc, challenge. Ça vous préparera au partiel. Essayez de voir si vous arrivez à adapter ce que je fais pour les fonctions croissantes aux fonctions décroissantes. Et si vous y arrivez, c'est que vous avez bien compris. Si vous n'y arrivez pas, n'hésitez pas à me demander. Alors, comment on va faire ça? On va utiliser le critère numéro 2, qui est en dessous normalement, qui devrait s'afficher en bas de l'écran. On va donc chercher une suite de subdivisions sigma n, telle que i plus de f sigma n moins i moins de f sigma n, ça tend vers 0 quand n tend vers plus l'infini. On utilise le critère 2. On cherche une suite de subdivisions. Sigma n, telle que i plus de f sigma n moins i moins de f sigma n. Ah mince, j'ai écrit on traite le cas où f est décroissante et je voulais dire croissante. Bon, on va faire le cas où f est décroissante alors. C'est parti. Et je vous laisse donc le cas où f est croissante. Donc i plus de f sigma n moins i moins de f sigma n, et il faut que ça tende vers 0 quand n tend vers l'infini. Alors, notons sigma n, justement. La sigma n qu'on va prendre, c'est... On va pas chercher midi à 14h, là on va juste prendre la subdivision régulière. Donc la subdivision régulière, ça veut dire que mon intervalle AB, je le découpe en n sous-intervalles qui sont tous de même largeur, b moins a sur m. Donc sigma n, on va prendre la subdivision régulière. Régulière, ça veut dire que tous les intervalles sont de la même longueur. Il y a n sous-intervalles, et ils sont donc de largeur b moins a sur n, et donc plus n est grand, plus c'est des petits sous-intervalles. En n intervalles de longueur b moins a sur n. Dans ce cas-là, les points de la subdivision, les xi, c'est A, donc je pars de la borne de gauche, et pour avoir le ième point de la subdivision, je rajoute i fois le pas de la subdivision, i fois la longueur des sous-intervalles. Et ça me fait la borne de gauche du ième sous-intervalle. Si je fais ça, et que je calcule i plus de f sigma n moins i moins de f sigma n, donc on peut tout réunir sous la même somme. Ça va être la somme pour i allant de 0 à n-1 des sup de f sur le sous-intervalle xi plus 1, moins inf de f sur le sous-intervalle xi plus 1, fois la longueur du sous-intervalle xi plus 1 moins xi. Alors maintenant, c'est qui le sup de f sur l'intervalle xi plus 1? Ce qu'on sait sur f, c'est qu'elle est, on a dit, décroissante. Donc finalement, apparemment, je m'occupe du cas décroissant, puisque c'est ça que j'ai écrit. Alors, ça ressemble à quoi, du coup, si je regarde un sous-intervalle? La fonction f, je ne sais pas trop à quoi elle ressemble. Il se peut qu'elle ait des sauts, elle n'est pas forcément continue.
Donc tout ce que je sais, c'est que sur les enfin, sur AB de manière générale, elle est décroissante, et donc en particulier sur mon sous-intervalle xi plus 1, la fonction f est décroissante. C'est quoi du coup, donc on regarde sur l'intervalle ouvert, c'est quoi du coup le sub de f sur ce sous-intervalle? On pourrait dire que du coup c'est f de xi. Sauf que pas forcément, parce que f de xi, il n'est pas forcément là, à f de xi, puisque f n'est pas forcément continu, il se peut qu'il soit plutôt par là. Et pareil, l'inf de f sur ce sous-intervalle, donc c'est ici, là, c'est cette valeur-là, mais c'est pas forcément f de xi plus 1, parce que f de xi plus 1, si f n'est pas continu en xi plus 1, c'est possible que ce soit par là. Par contre, je sais que f de xi, il est forcément plus grand que la valeur qui est ici, que le sub de f sur xi plus 1, parce que sinon la fonction f ne serait pas décroissante. Et pareil ici, la valeur que je cherche, l'inf de f sur xi plus 1, c'est forcément plus grand que f de xi plus 1, parce que si c'était plus petit, la fonction f ne serait pas décroissante. Donc écrivons ça, ça va nous permettre d'évaluer cette somme. Donc pour tout x entre xi et xi plus 1, puisque f est décroissante, je sais que f de x, il est forcément plus petit que f de xi, et il est forcément plus grand que f de xi plus 1. Donc f de xi, c'est un majorant de f sur l'intervalle xi plus 1 ouvert. Donc le sub de f sur cet intervalle ouvert, il est plus petit que f de xi. Et f de xi plus 1, c'est un minorant de f sur ce sous-intervalle. Donc l'inf de f, qui est le plus grand des minorants, c'est plus grand que f de xi plus 1. Et du coup, si on soustrait les deux, on voit que le sub de f moins l'inf de f, qui apparaît ici, ça va être plus petit que f de xi moins f de xi plus 1. Donc, i plus de f sigma n moins i moins de f sigma n, c'est plus petit, du coup, que la somme pour i allant de 0 à n-1 des f de xi moins f de xi plus 1 fois xi plus 1 moins xi. Moins xi, plus xi. Maintenant, xi plus 1 moins xi, c'est la longueur des sous-intervalles xi plus 1, donc ça va être égal à b moins a sur n. Ici, si vous faites xi plus 1, donc ici il y a un i plus 1 moins xi, les a vont se simplifier, vous allez avoir i fois b moins a sur n moins i plus 1 fois b moins a sur n moins i fois b moins a sur n, ce qui nous laisse b moins a sur n. Donc lui, il est égal à b moins a sur n. Mais s'il est égal à b moins a sur n, du coup, il ne dépend pas de i. Donc on peut le sortir de la somme. Donc, i plus de f sigma n moins i moins de f sigma n, je peux le majorer par b moins a sur n fois la somme des f de xi moins f de xi plus 1. Mais du coup, c'est quoi cette somme? Pour i égale 0, ça fait f de x0 moins f de x1, plus f de x1 moins f de x2, plus f de x2 moins f de x3. Vous connaissez le jeu, c'est une somme télescopique. Donc ça, en fait, c'est b moins a sur n. Et quand on fait une somme télescopique, il ne reste plus que le premier et le dernier terme. Donc f de x0
moins f de xn. Or, x0, puisque xi c'est une subdivision de AB, ben f de x0 ça fait A, f de xn ça fait B. Donc ça c'est égal à B moins A sur n, f de A moins f de B. F de A moins f de B qui est positif car f est décroissante. Mais du coup, quand n tend vers plus l'infini, b moins a c'est une constante, f de a moins f de b c'est une constante, divisé par n, donc quand n tend vers l'infini, ça tend vers 0. Et du coup, on a trouvé une suite de subdivisions sigma n, telles que i plus de f sigma n moins i moins de f sigma n. Alors ça, on sait que c'est toujours positif. Et c'est majoré par une autre suite qui tend vers 0. Donc ça tend vers 0. Par encadrement, i plus de f sigma n moins i moins de f sigma n tend vers 0. Donc d'après le critère numéro 2, f est Riemann intégral. Donc le critère 2 qui, encore une fois, devrait s'afficher en bas de l'écran. F est une fonction Riemann intégrale. Donc toutes les fonctions décroissantes, et je vous laisse le vérifier, ça marche pareil pour les fonctions croissantes, toutes les fonctions décroissantes sont Riemann intégrales. Donc toutes les fonctions en escalier sont Riemann intégrables, toutes les fonctions décroissantes ou croissantes sont Riemann intégrables, mais ce n'est pas celle-là que vous connaissez le mieux. Ce que vous savez, c'est que les fonctions continues sont Riemann intégrables, et c'est ce qu'on va faire dans notre prochaine vidéo. A tout de suite.